Tous les jours, de 11h à 12h45, Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours, de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi près de ce mercredi, ce sera avec Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République, Sam Diobor, l'éveil de la nation et Olivier Adja, le patron de l'agence de presse Afripresse. Nous reviendrons sur les questions qui touchent directement les populations depuis quelques jours. Vous le savez, en plus des enseignants qui manifestent leur colère en observant des cessations de travail, le corps médical semble aussi appuyer sur le point où ça fait mal. 2 jours de grève la semaine dernière dans tous les centres de santé publique. Et ce mouvement est reconduit cette semaine également et depuis ce matin d'ailleurs on va y revenir avec les concernés qui sont avec nous en studio. Enfin, les acteurs politiques acceptent discuter. Le dialogue est annoncé sur le 15 février, mais pour beaucoup d'observateurs, on attend de voir, c'est le langage. Faut-il y croire? Se demande d'ailleurs Focus Info. Ce matin, on reviendra sur le sujet. Quel rôle les populations doivent-elles jouer à partir de maintenant pour l'aboutissement heureux des discussions, leur partition bien sûr. On va en parler avec les confrères en studio. Bienvenue. Juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques et chez vos marchands de journaux. Vous avez le quotidien Togo Média qui est dans les kiosques ce matin, le quotidien Liberté également. Togo Matin, oui bien sûr. Quel quotidien? Ah non, c'est Togo Matin. Elle dit Togo Média? Oui. Non, ça n'existe pas encore. Peut-être que je serai le directeur de publication dans les années à venir. Alors, Togo Matin dans les kiosques ce matin, le quotidien Liberté également, le quotidien Forum de la semaine, je crois l'avoir aperçu à la rédaction. Je ne l'ai pas avec nous en studio, c'est pas grave. Il y a l'hebdomadaire Le Mania Libéré également. Il y a l'hebdomadaire La Manchette, l'hebdomadaire Le Messager, Le Dialogue, le bi-hebdomadaire le Libéral. Nous avons aussi dans les kiosques ce matin le Triangle des Enjeux. Il y a l'hebdomadaire Fraternité qui est aussi dans les kiosques ce matin. Et nous avons aussi le bimensuel Focus Info. Sur Taxi FM, l'info roule. Retour en studio avec mes confrères Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République. Bonjour Tchakala. Bonjour Saint-Éric et bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Comme un charme. Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Aladi, Sam Diobor, bonjour. Bonjour Eric, bonjour fidèles passagers et passagères. Du taxi. Du plus beau taxi. Oui. Du moment. Bien sûr. Sur la 93. De toujours. Hein. Oui. De tous les temps. Oui, bien sûr. Merci d'être avec nous ce matin. On sera rejoint tout à l'heure en studio par le patron de l'agence de presse Afripresse, Olivier Adja. Mais avant, je voulais qu'on s'intéresse à ce front social. Vous savez que depuis ce matin, il y a le front Togo debout, en tout cas l'après-midi, qui aura fait une conférence de presse pour donner son avis également sur la situation politique et beaucoup plus sur la convocation du dialogue le 15 février prochain. On aura l'occasion de revenir sur le sujet, mais je voulais d'abord qu'on parle du secteur de l'éducation et de la santé. Les mouvements ont démarré encore cette semaine et aujourd'hui. Au niveau des enseignants, ils parlent de 3 jours de grève. Les médecins évoquent 2 jours de mouvement, c'est bien cela. Et on va en parler avec le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, Saint-Faute, avec le secrétaire général qui est avec nous ce matin. Bonjour, docteur Achi Ouala. Bonjour, monsieur Eric Gato. Bonjour à vos 2 confrères qui sont dans les studios actuellement. Tchakala et Sam Diobor. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Jivier Tcholenyanou, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à Sam et à Tchakala. Merci d'être avec nous également. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que la semaine dernière, lorsque je vous ai reçu au téléphone dans Taxi Ménage, je vous posais presque la même question. Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui au niveau du corps médical? Apparemment, vous êtes docile, ça se passe bien habituellement. Qu'est-ce qui se passe que brusquement, depuis le début de l'année, vous avez commencé par créer des problèmes aux responsables de ce pays? Non, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Vous avez raison de dire que nous avons été calmes pendant un moment. Depuis le 8 avril 2015 jusqu'au 3 janvier 2018, nous avons été calmes.
qui vous souviennent qu'après les élections présidentielles de 2015, il y a un nouveau gouvernement qui a été nommé, Bien sûr. avec de nouvelles autorités en charge de la santé, auxquelles nous avons fait confiance. Parce que leur nomination a suscité de l'espoir. Votre collègue Midji Yawa, par exemple. J'ai en face de moi un ministre de la Santé. Donc sa nomination a suscité de l'espoir parmi nous. D'ailleurs, nous lui avons dit que nous allons l'accompagner dans sa tâche pour que, au finish, les populations gagnent, que le Togo gagne. Mais si aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve en face des mouvements sociaux, c'est que la situation n'a pas évolué dans le bon sens. Que réclamez-vous au juste aujourd'hui? Qu'on améliore vos conditions de travail? On est 7 millions là. Il est très difficile Dans aujourd'hui. plusieurs secteurs au Togo, il y a des problèmes. J'en conviens, mais chacun prêche pour sa chapelle. C'est d'abord ça qu'il faut retenir. Et puis, tout à l'heure, en introduction, nous rions entre nous, nous disions que tout être humain est un malade qui s'ignore. Bien sûr. Je sais que moi, je suis porteur de maladies que je ne connais pas encore à l'heure actuelle. Il en est de même pour les milliards d'habitants que la planète Terre porte aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de santé, c'est une question qu'il faut examiner avec la tête sur les épaules, les deux pieds sur terre. Parce que vous ne savez pas à quel instant cela peut vous arriver. Alors, il est devenu aujourd'hui difficile de soigner dans nos hôpitaux. Très difficile, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous n'avons pas en nombre suffisant les ressources humaines. Les ratios sont déficitaires. Où est-ce qu'ils sont partis, vos collègues? Oui, la première raison qui fait que nous sommes en sous-effectif aujourd'hui, c'est le nombreux départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés. Ensuite, c'est les décès. Vous allez voir également que les effectifs ont été soutenus par le programme ANPE, qui est arrivé à terme à la fin de l'année 2017. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà épuisé leurs 6 mois de contrat ne peuvent plus voir leur contrat renouvelé. C'est vraiment l'arbre qui a caché la forêt. Et aujourd'hui, dans les unités de soins, on se retrouve avec les effectifs réduits parfois des 2 tiers, parfois de moitié. Vous allez dans les services de réanimation où autant de malades, vous deviez avoir autant de personnel. Vous avez un infirmier pour 10 lits. Un infirmier pour 10 lits. Pour 10 lits, pour la garde. Comment il se débrouille? Je me pose la question aussi. Alors, est-ce qu'on peut tomber plus bas que ça? Ça, c'est la question des effectifs. La deuxième question, c'est le statut de ce personnel-là. Aujourd'hui, nous avons près de 5000 agents qui sont non fonctionnaires dans le secteur de la santé. Mais pourtant, ils travaillent dans les structures publiques. Ceux-là, ce ne sont pas des gens qui sont régulièrement payés. C'est-à-dire que leur salaire ne répond pas au SMIC dans tous les cas. Ah oui? Ils n'ont pas la possibilité de bénéficier d'une retraite décente demain. Ceux-là, ils n'ont pas suffisamment de mesures de protection sociale. Il faut qu'ils aient, pour le service qu'ils rendent à la nation, il faut qu'ils aient la possibilité de jouir d'une retraite paisible demain. Donc il faut régulariser leur statut. Ça, c'est ce qui concerne le personnel. Le deuxième problème, qui n'est pas des moindres, c'est celui des infrastructures. Je ne pense pas que si ce studio n'est pas correctement aménagé, vous allez conduire cette émission jusqu'à terme. Non. Alors, on se replace dans le contexte de l'hôpital. Lorsque vous êtes amené à examiner des malades par terre, vous ne pouvez pas être bon. Lorsque vous êtes amené d'examiner des gens, des patients à terre. Je vous convie à la fin de cette émission à faire un tour au service des urgences. Mais vous n'êtes pas au boulot, vous avez arrêté le travail. Je vous convie, monsieur Eric Gator, je vous convie, que ce soit vous ou un de vos collègues, je vous convie à faire un tour. Et vous verrez de vos propres yeux. Ne vous fiez pas aux déclarations. Vous verrez de vos propres yeux et vous ferez votre analyse objective. Lorsque vous êtes amené à examiner des malades par terre, lorsque vous êtes amené à coucher des malades par terre, lorsque vous êtes amené à empiler des enfants dans les mêmes lits, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Lorsque vous ne pouvez pas avoir les examens complémentaires d'aide au diagnostic, vous ne serez pas performant. Vous serez le plus mauvais médecin de cette planète. Les médecins togolais refusent d'être ça à partir d'aujourd'hui. Les infirmiers refusent de soigner dans des conditions inacceptables. Vous êtes en train de dire que on vous colle l'étiquette d'être incompétent parce que vous n'avez pas les moyens en réalité pour faire votre travail. Exactement. Vous ne voulez plus ça? Nous n'en voulons plus. Sur cette terre, nous n'en voulons plus. Nous voulons travailler désormais dans des conditions optimales. L'argent du contribuable a des millions à été dépensé pour former des gens. Il faut leur donner les moyens de produire des résultats.
Si nous voulons résolument nous engager sur le chemin du développement, il faut qu'on capitalise les ressources humaines. Il faut que les gens soient en bonne santé. Sinon, tout ce que nous disons n'est que du discours. Alors, depuis 2005, vous avez sursoir toute mobilisation, manifestation. Vous avez donné chance aux autorités, aux nouvelles qui étaient arrivées, de pouvoir régler vos problèmes. Et depuis là, aucune solution n'a été apportée. Et depuis le 3 janvier dernier, vous annonciez un petit peu les couleurs avec des sittings. La semaine qui a suivi, 2 jours de sitting. Après, c'est 2 jours de session de travail. Cette semaine, vous reconduisez la même chose. Gilbert Tcholedianou, docteur, est-ce que les autorités depuis lors ne s'intéressent pas à vos problèmes? Elles ne réagissent pas? Il n'y a pas d'appel? Personne ne veut discuter avec vous au niveau du Saint-Faute? Donc, par rapport aux autorités, aucune, en tout cas jusqu'à l'heure où on parle, là, aucune n'a réagi. Que ce soit le ministre de tutelle, que ce soit le ministre de la fonction publique et du travail, que ce soit la primature, aucune autorité n'a réagi, n'a répondu à notre mot d'ordre de grève et à tout ce qu'on a envoyé, parce que, qui vous en souviennent qu'on a commencé le 3 janvier par des sittings qu'on a dupliqués 2 semaines après. Mais jusque-là, jusqu'à ce qu'on arrive aux grèves, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu de rencontre. Concernant la plateforme de revendication, il n'y a rien eu. Malheureusement, c'est ça. Comment est-ce que vous expliquez ça? Non, je ne saurais l'expliquer. Je pense que chacun est assez responsable. Ce n'est pas à moi d'interpréter la conduite, l'attitude de quelqu'un. Je pense que le peuple togolais et eux-mêmes, à l'aune de ce qui se passe, doivent savoir à peu près ce qu'ils sont. Ce n'est pas à moi de dire que ce comportement-là dénote de tel... Non, je ne suis pas dans ça. Nous sommes là pour poser un problème. La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au Togo, on a un hôpital digne de ce nom pour soigner les Togolais? Si on pose cette question de manière consciente et sincère, on doit pouvoir trouver des solutions. Ce n'est pas un problème politique. Il faut que les gens arrêtent de nous abreuver d'alibis, d'arguties politiques. À chaque fois, au Togo, on a la manie de replâtrer les problèmes sur le plan politique. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, le Togo a un hôpital moderne digne de ce nom? Est-ce que les hôpitaux à l'intérieur sont équipés? On a combien de scanners au Togo? On a combien de laboratoires dignes de ce nom au Togo? Mais posons les vrais problèmes. Ce n'est pas la politique. C'est la réalité, monsieur Légator. C'est la triste réalité. Et maintenant, si vous permettez, je vais poursuivre parce que entre-temps, nous avions... Enfin, on écoute beaucoup et les argumentaires que les gens tiennent en disant que, ouais, bah, évidemment, l'État a équipé quand même et que le peu de moyens que l'État a donné, il faut les préserver et que même les médecins sabotent les équipements. Oui, est-ce que ce n'est pas une réalité? Non. Il y a des patients qui se plaignent aussi, qui font l'objet d'escroqueries, ils achètent des produits qui disparaissent, et même... L'autorité, je me rappelle, il y a un confrère, je pense l'Alternative, il y a une année, qui a fait un dossier sur le CHU Sylvanus Olympio. Ils ont interrogé le patron, le médecin qui est là-bas, le colonel, et qui a dit que, excusez-moi de le dire, que vos collègues s'essayent, ils volent aussi, ils volent les matériels, ils s'en vont. Monsieur Eric Gator, il y a des difficultés partout. Ah oui. Je ne peux pas dire que ce que vous dites est faux. Mais je ne souhaite pas qu'on érige des cas isolés en situation pérenne. Évidemment, dans le secteur de la santé, on peut comprendre et on peut accepter qu'il y a nos collègues, pour des raisons que je ne saurais donner ici, ne se comportent pas de façon orthodoxe. Mais il ne faut pas généraliser cette situation-là. Dans cette situation, dans cette atmosphère complexe, il y a des collègues qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je souhaite aussi que les projecteurs soient mis sur ce type de personnel également. Ceux qui font le travail consciencieusement. Le chef de l'État a annoncé en 2013 les assises de la santé. Est-ce qu'elles n'ont jamais pu avoir lieu? Non. Pourquoi? C'est le premier responsable du pays. Je considère que s'il a pu annoncer que nous avions besoin de nous asseoir et de discuter, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y a des problèmes et que les concernés peuvent participer à la résolution des problèmes. Pourquoi alors n'avons-nous pas jusqu'à ce jour fait les assises de la santé? Cela aurait été une belle occasion pour que nous discutions de nos problèmes, que nous nous regardions les yeux dans les yeux, qu'on puisse trouver les solutions et que nous repartions sur de bonnes bases. Nous repartions de pied. Cela n'a jamais été fait. Alors, vous parlez tout à l'heure de vol de médicaments, de spoliation. De sabotage de matériel. C'est vous qui le dites. Non, ce que l'autorité a dit. J'ai dit c'est vous qui le dites. J'ai reçu le ministre
Votre collègue, le professeur Midiawa, entre-temps ici, il parlait de sabotage du matériel. Vous avez eu les preuves de ça? Non. Vous avez demandé des preuves? Monsieur, moi, je ne travaille pas à l'hôpital. Voilà, moi, je m'abstiens de relayer les propos, les commentaires, les opinions. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais si mon raisonnement est factuel, d'accord, je préfère fonctionner comme ça. Si je n'ai pas de preuves, si je n'ai pas de pièces à conviction, je n'affirme pas. Je n'aborde même pas le sujet. Je trouve très malsain qu'on dise que des médecins qui sont formés, qui ont fait le serment d'Hippocrate pour rendre la santé, sabotent. C'est à quelle fin? Vous ne croyez pas qu'ils peuvent saboter? C'est à quelle fin les médecins peuvent saboter? Jusqu'à preuve du contraire, je ne croirais pas à cette assertion. Jusqu'au jour où j'aurais vu les preuves de cette affirmation-là, que je qualifierais de gratuite. Parce que ceux qu'on dit qu'ils sabotent, allez-y voir ce qu'ils font dans les unités de soins. C'est eux qui sortent l'argent de leur poche pour aider des malades à retrouver de la santé. Je dis, je veux bien que les projecteurs soient mis sur ce type de personnel également. D'accord. Je vais donner la parole à mes confrères tout à l'heure. Peut-être qu'ils auront des questions à poser. Mais avant, docteur Gilbert Tcholenyanou. Oui, mais je pense également qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Le médecin n'est pas maintenancier. Le médecin n'est pas maintenancier. On parle de sabotage de quoi? De quel matériel? Du scanner? Le médecin n'est pas maintenancier. On parle de vol de matériel. On parle de vol de scanner. Vous pensez qu'on peut voler un scanner? La machine là. De médicaments. Personne n'a parlé de scanner volé. Non, bon, on parle de matériel. On a bien dit matériel. Maintenant, quand on parle de vol de médicaments, on parle de vol de médicaments. Tout à l'heure, le professeur l'a expliqué. Il ne faut pas donner dans de... Non, il y a des problèmes. Nous avions pris ce problème-là aussi. On nous a fait cas de ça. Nous avions pris le temps de former des gens à l'accueil. Il y a un problème sur l'accueil. Oui, au niveau du on a fait cette formation-là. Et excusez-moi, la campagne pour le sourire, oui, nous avions lancé, nous avions demandé l'appui du ministre de la Santé. Vous l'avez jamais eu? On n'a jamais eu. Parce que c'est le Synfort qui fait la campagne. Et comme on est stigmatisé, donc du coup, quand on fait une action dans le sens du bien-être, on estime que c'est... Non, mais il faut qu'on arrête ça. Nous avions appelé, formé, sensibiliser les acteurs de la santé à éviter ces éléments-là qui nous collent à la peau. Nous n'avions plus le temps de faire ça. Aujourd'hui, nous posons le problème. Mais dites-moi, quelle corporation au Togo aujourd'hui est à l'abri de brebis galeuses? Dans quelle corporation tout le monde est sain? Même au niveau du gouvernement. Il y a eu des détournements de fonds dans le gouvernement. On connaît des ministres qui ont pris de l'argent dans ce pays. Oui, la presse en a parlé. Ils sont là. Ils sont là. Mais quand les gens veulent parler, il faut d'abord qu'ils se regardent eux-mêmes avant d'accuser les autres. Oui, on dit c'est souvent, important. Quand on n'est pas propre, on dit pas à l'autre qu'il est sale. C'est important. Et je pense qu'il est important qu'on fasse une pause sur ça et qu'on se dise des vérités. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que nous avons au Togo un hôpital de qualité pour soigner les gens quand ils seront malades? Est-ce qu'aujourd'hui, un ministre togolais peut se faire soigner dans un hôpital public au Togo? Je vous demanderai si vous avez déjà accueilli dans vos locaux un ministre. Est-ce que le président de la République, s'il fait une crise aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'amener initialement dans un hôpital public au Togo pour les premiers soins avant de l'évacuer, s'il faut l'évacuer? Est-ce qu'on peut le faire? Non, il faut qu'on se pose des vraies questions. Tout à l'heure, je vous interrogerai sur la contractualisation parce que ce projet nous a été vendu par l'autorité. Faure Gnassingbé, en fin d'année dernière, s'est même félicité de ce que ça a commencé à porter ses fruits dans les 2 centres pilotes, notamment à Tapamé et Blita. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ce débat-là, Sam Diabon, ou des questions à vous inviter. Peut-être une observation et puis peut-être poser une question. Une ou deux questions. Parce que vous savez, le Synfort aujourd'hui est sous les feux de la rampe. Bien sûr. Mais ça fait longtemps que personne n'a plus entendu parler du Synfort. À un moment donné, les Togolais se demandaient si toutes les revendications du Synfort avaient été prises en compte. Mais si aujourd'hui on assiste encore à des mouvements de grève au niveau des centres hospitaliers, ça veut dire qu'il y a encore des problèmes qui existent. Et quand on entend le professeur et le docteur intervenir, docteur Tcholenyanou disait tout de suite, il posait la question de savoir s'il y a un hôpital moderne qui peut accueillir les autorités, machin. Moi, je voudrais partir de là pour dire que le procès qu'on fait souvent aux médecins ou bien au personnel soignant, c'est
le comportement que certains adoptent. Ce n'est pas tous, mais il y a le comportement que certains adoptent et des comportements qui se déteignent sur l'ensemble de l'activité du personnel hospitalier. Alors, au niveau du gouvernement, il nous a été dit qu'on peut même transposer l'hôpital Val-de-Grâce de Paris à Lomé, mais si les comportements n'ont pas changé, on aura les mêmes causes produiront les mêmes effets. Alors moi, je veux leur poser la question de savoir, est-ce que la solution aujourd'hui, au niveau de nos hôpitaux, se trouve dans la construction d'un nouvel hôpital, dans l'équipement des centres hospitaliers qui existent, ou dans le changement de comportement du personnel soignant? Très bien. Professeur Achiwala. Je ne peux pas vous donner une recette magique à cette question que vous avez posée, qui est très pertinente. La médecine est très spécialisée. Pour qu'elle donne des résultats, nous sommes dans le curatif. Hein. N'oubliez pas qu'en amont, il y a le préventif. Nous, on est dans le curatif. Pour qu'elle donne du résultat, il faut les moyens. C'est la première rampe. S'il n'y a pas les moyens, n'attendez rien, n'espérez rien. Donc, si aujourd'hui, nous n'avons pas les centres équipés, dotés de moyens, diagnostiques et de soins efficaces, nous n'aurons pas de résultats. C'est la première étape. La deuxième étape, effectivement, peut consister à faire en sorte que le cadre d'exercice soit amélioré, que les comportements changent. Nous sommes d'accord. Il faut vraiment qu'il y ait une rupture dans la façon dont les soins sont administrés au Togo. Il faut des réformes. Il faut des réformes d'envergure. Mais ces réformes doivent partir de l'adhésion du personnel lui-même. Il faut que le personnel soit au centre de ces réformes-là pour qu'il puisse l'exécuter. Nous avons pensé au Synfort que la solution à ça passe par le statut particulier. Dans le statut, on vous dit ce à quoi vous avez droit et à côté, on vous dit vos devoirs. Oui. Est-ce qu'on peut faire mieux? On ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. On ne peut pas demander du résultat aux médecins aujourd'hui s'ils n'ont pas les moyens efficaces pour diagnostiquer et pour traiter de façon efficiente. Très bien. Autre réaction, Chakala? Non, je n'en ai pas. Je suis sous le coup de l'émotion parce que tous les ans, c'est le même refrain que nous fredonnons ici. Je ne sais pas si les gens veulent confiner les médecins à de simples magiciens qui font avec les moyens la prestidigitation dans la médecine. Ça n'existe pas. Mais vous conviendrez avec moi que ce qui se passe au niveau de la santé se passe un peu dans d'autres secteurs. Mais quelqu'un qui allait faire les mêmes études qu'un ingénieur en BTP et qui vient et qui n'a même pas un seul engin, ce monsieur gagne un marché, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut réaliser? Il ne pourra même pas gagner le marché. Et quand on dit que les gens détournent ou bien les gens sabotent le matériel, mais on ne peut pas saboter ce qui est déjà pourri. Ça n'existe pas, le matériel dont on nous parle. Les scanners, on allait acheter des trucs qui n'ont même pas démarré, on n'a même pas pu démarrer ça. Et on achète les pièces neuves et on vient, on essaie de jouer au bricoleur. Ça ne peut pas donner, je refuse. Je ne suis pas en train de dédouaner les médecins, les agents, les autres agents de la santé, mais ils refusent le rôle auquel on voudrait qu'ils continuent toujours de se confiner là-dedans. Un médecin, il prête serment, c'est pour sauver la vie. Mais quand vous manquez du juste essentiel pour accomplir ce que vous avez appris, c'est que ça choque quelque part. Donc, ils ont refusé de se débrouiller. Ils ont refusé de s'amuser avec la santé des patients. Donc, je ne sais pas, le mélange de gens que les gens font que non, mais pourquoi c'est au moment où les politiques donnent la voix que les médecins aussi ont estimé? Non, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis 2015. Et ils ont dit que non, ils sont prêts à accompagner un des leurs, qui est heureusement le ministre de la Santé. Mais quel pas le ministre a eu à faire à l'endroit de ses collègues pour peut-être soigner ce qui, ou bien sauver ce qui peut l'être? Rien. Cela frise un peu le mépris. Peut-être que le Synfort aussi peut chercher à rencontrer le ministre directement. Est-ce que vous l'avez fait? Parce qu'il ne s'agit pas d'être sur les médias pour dénoncer, pour revendiquer. Il faut peut-être s'approcher des autorités. Parler avec elle directement. Monsieur Eric Gator, nous avons écrit plusieurs fois au ministre de la Santé. Il n'a pas réagi. Les correspondants sont là. Et avant même qu'on arrive à cette crise actuellement, nous avions écrit le 10 juillet. 10 juillet,
2017. Après le 10 juillet, il y a eu une succession de courriers. Au total, nous avons écrit 9 courriers. 9 courriers. À partir de 10 juillet Non. 9 courriers. Avant, jusqu'à maintenant, ça fait 9 courriers. 9 courriers. Pour rencontrer monsieur le ministre, pour lui exposer. D'ailleurs, même on a envoyé un mémo exposant, relatant notre vision du secteur de la santé, les accords qu'on a eu avec le gouvernement, où est-ce qu'on en est et ce qui reste à faire. Nous avons fait cela. Dès que le ministre a pris fonction, nous avons fait cela. Le secrétaire général ici présent lui a envoyé un mémo qui a retracé tout cela. Et nous avions demandé à le rencontrer à plusieurs reprises. Et après notre dernière tournée nationale, avec les problèmes qu'on a eu à recenser sur le terrain, nous avions refait un courrier disant au ministre de la Santé que voilà la situation et qu'il est urgent que nous trouvions des solutions avant que le pire n'arrive. Maintenant, si vous permettez, je voudrais répondre à M. Djobo quand il demandait mais si on transposait l'hôpital Val-de-Grâce ici, est-ce que... Je vais vous répondre, je vais vous dire oui. Si on transpose Val-de-Grâce ici, les Togolais travailleront bien. La plupart d'entre nous ont fait la formation aussi en Europe. Donc je suis surpris quand des gens essaient de... Est-ce qu'il n'y a pas des cliniques privées au Togo ici où on travaille? On entend parler de vol. Il y a les mesures à mettre. Non, alors vous voulez nous dire que la solution est dans la construction d'un nouvel hôpital? Pas uniquement. Oui, je crois que... Oui, mais pas uniquement. Non, je vais vous dire en fait que pas uniquement. Mais quand on construit un hôpital digne de ce nom, moderne, avec les matériels, avec tout ce qu'il y a comme contrôle, qui peut oser voler? Qui peut oser faire ci? Il sera remarqué. Et au même moment, nous disons tout le temps, si quelqu'un se fait arnaquer à l'hôpital, il est en droit d'aller porter plainte. Nous le disons. Si vous estimez qu'un agent de santé est un agent malveillant, vous êtes en droit d'aller porter plainte. Il faut qu'on le dise, parce que nous aujourd'hui, on ne veut pas se projeter des choses. On veut sauver des vies. Et nous sommes conscients que parmi nous, il y a quand même des agents indélicats. Et il est important qu'on fasse en sorte que le secteur de la santé ne soit pas un secteur pris en main par des arnaqueurs. Il faut qu'on évite ça. Vous aussi, vous pouvez dénoncer directement vos collègues, ou vous le faites en sourdine? Entre nous, comme on l'a dit, vous ne voulez pas les exposer. Nous interpellons les gens, nous lavons le linge sale en famille, nous discutons. Les camarades indélicats, comme nous signalent, nous les approchons, nous discutons. Et je peux vous dire que beaucoup de choses sont améliorées. Beaucoup de choses sont améliorées. Ce n'est plus comme avant. Donc aujourd'hui, nous faisons part de boulot. Mais nous demandons aussi au gouvernement de faire leur part de boulot. C'est à eux d'équiper les hôpitaux. Équiper les hôpitaux et maintenant demandez-nous ce qu'il y a aussi à faire en retour. Et si on ne le fait pas, vous êtes en droit de dire que ben voilà, notre mission n'est pas remplie. Alors encore 5 minutes, l'autre sujet c'est par rapport donc à la contractualisation. Le gouvernement togolais semble avoir trouvé la formule magique pour faire prospérer les centres hospitaliers, notamment confier la gestion des centres donc au privé pour que le travail se fasse convenablement en termes de gestion beaucoup plus. Il y a Atapamé et Blita qui ont donc été choisis et visiblement ça marche bien. Tout se porte merveilleusement bien. Ça veut dire qu'en réalité c'est vous le problème. Enfin, ce que le gouvernement nous a dit. Je ne fais que dire ce que le gouvernement a dit. Oui. non, je disais tout à l'heure que chacun est libre de ses opinions. Hein. Chacun est libre de ses commentaires et tout ça. Ce rapport dont vous parlez, moi aussi je l'ai lu dans la presse. Mais cela aurait été mieux que notre ministre nous appelle, qu'on échange entre acteurs, entre partenaires sociaux, que nous puissions examiner ça ensemble. Cela aurait été mieux que nous soyons ensemble dans ce train-là. Bien. Qu'à cela ne tienne, j'ai vu un rapport qui a été rédigé, qui montre qu'il y a une élévation du taux de fréquentation, qui montre qu'il y a une élévation de recettes. On a acheté des matériels, à Tapamé par exemple. On a acheté 2 microscopes. Quel matériel? 2 microscopes. Monsieur Gata, vous parlez de quel matériel? 2 microscopes. Un microscope avec 250 000, vous avez un microscope. 500 000 non, c'est-à-dire que soyons sérieux. Nous avons des difficultés. On veut réformer le secteur. Faisons en sorte que nous ayons suffisamment de chances pour aboutir. 2 microscopes qui ont été achetés. Alors, ce rapport montre effectivement que les chiffres se sont améliorés. Ce n'est pas du nouveau. Hein. Depuis 2010, le Saint-Fort a demandé au ministre Komla Mali, qui était à l'époque ministre de la Santé, de faire l'audit des formations sanitaires. Parce que tant la gestion financière qu'administrative nous paraît trop approximative. Cet audit a été fait. Des recommandations ont été faites. Nous avons demandé les rapports, nous n'avons jamais eu accès à ça.
Secret défense, j'allais dire. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a un problème dans la gestion financière. Donc, ce que la contractualisation apporte, nous aurions pu faire ça depuis. Nous n'avons pas besoin d'aller commettre une société contractante pour qu'on paye à des coûts de millions les gens pour qu'ils viennent nous apprendre à gérer. Pourquoi l'ENA forme les gestionnaires des hôpitaux? Ils deviennent quoi? Que nous soyons obligés d'utiliser l'argent pour payer des tierces, des cercles d'intérêt, vous le savez très bien. Vous pouvez gérer. Qu'on paye à des coûts de millions pour venir nous apprendre à gérer. Alors, je vous pose la simple question. Vous pensez que cette contractualisation, dans l'état actuel de nos structures, je prends l'exemple du CHU Sylvanus Olympio, Ça ne marchera pas? qui est l'hôpital de référence, est-ce que vous pensez actuel? Bon, là-bas, vous allez en pédiatrie, les enfants ils sont empilés comme des sardines. Au lieu qu'ils soient longitudinaux, ils sont transversaux. On les met 3, 4, 5 par lit. Les blessés sont par terre, au niveau du service d'urgence. Vous pensez que la contractualisation dans cette forme va prospérer dans un centre comme ça? Un centre qui n'a pas seulement vocation de soins, qui a vocation de recherche, qui a vocation de formation. Cela signifie que il y a évidemment des dépenses qu'on ne pourra pas contrôler. Parce que si, je vous donne un exemple, je suis dans une unité de soins, je rencontre une maladie qui est intéressante où je vais faire un papier dessus, je m'entends avec mon collègue de radiologie pour qu'il me fasse des incidents spéciaux, c'est des coûts qui rentrent dans la recherche. Vous pensez que les résultats qu'on a obtenus sur 6 mois à Atakpamé peuvent être transposés au CHU Sylvanus Olympio avec du bon résultat à la fin? Vous ne croyez pas? Très bien. C'est une question que moi j'ai posée. Alors aujourd'hui, vous réitérez vos demandes. Vous avez choisi de déserter les centres publics aujourd'hui et demain. Nous n'avons pas choisi de déserter, nous avons choisi d'arrêter de travailler. Nous avons choisi d'arrêter de travailler pour manifester notre mécontentement. Avez-vous pensé à ces milliers de malades, de patients, de vos patients qui sont là? Monsieur Rigator, nous perdons suffisamment déjà de patients. Ah. Actuellement, nous perdons déjà suffisamment de malades. Nous ne sommes pas bien dans nos différentes têtes. Si la situation ne s'améliore pas, elle va être compliquée pour nous tous. Vous menacez les autorités? Ce n'est pas du tout une menace. On nous demande... Peut-être que la semaine va passer, il n'y aura pas de réaction. Vous reconduiserez la même chose la semaine prochaine? Je ne peux pas être dans le secret des dieux. Nous sommes au mercredi aujourd'hui. Demain, ça va être la deuxième journée. À la fin de la deuxième journée de grève demain, nous allons faire le point. Et nous déciderons ensemble de la marche à suivre. Mais ce qui est sûr, si on ne nous recrute pas du personnel, parce que nous ne voulons plus continuer par subir le travail, si on ne nous recrute pas le personnel, Bien. si le personnel n'a pas du statut, si les hôpitaux ne sont pas rééquipés pour que dans les conditions optimales, les soins puissent être continués par être administrés, ce mouvement ne s'arrêtera pas. D'accord. Docteur Gilbert Choriano, peut-être un dernier mot? Non, juste dire que évaluer un système sanitaire ne se résume pas uniquement à la fréquentation des centres de santé ou au niveau des recettes. Parce que les Togolais, en tout cas, fréquentent des centres de santé. Le problème, c'est que les gens n'ont pas les moyens pour se faire soigner. Parce qu'il n'y a pas de premier... Vous détournez aussi les patients vers vous. Il n'y a pas de premier soin. Non, mais je vais dire une chose très simple. Je vais le dire simplement comme ça. Vous avez tous un cabinet, finalement. C'est ce qu'on nous fait croire. Tous à commencer par qui? Il semble que le ministre a un cabinet. Bon, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Non, il semble. Je ne sais pas. Mais ce que je voudrais dire, monsieur Erigator... Je te coupe la parole, hein. Excuse-moi. D'accord. Vous savez, monsieur Erigator, je vous prends comme exemple. Hein. Si aujourd'hui quelque chose vous arrive, je ne le souhaite pas. Si quelque chose vous arrive, si je peux mieux vous soigner ailleurs, je vous dirai d'aller ailleurs. Ah oui? Je dois le faire parce que j'ai fait le serment de protéger la vie sous toutes ses formes et dans n'importe quel état. C'est ma responsabilité de médecin. Alors, je suis souffrant, par exemple, vous officiez au CH Sylvanus Olympio. Je viens vers vous, vous estimez que pour me sauver la vie, vous me dirigez ailleurs. Si l'hôpital, à l'instant T, ne peut pas vous offrir des soins optimaux, je vous dirai, si j'en connais, je vous orienterai. Si je ne le fais pas, c'est une faute de ma part. Il faut que vous le sachiez. Nous avons cette responsabilité-là. Un exemple. Les médecins qui chargent nos autorités
ils sont togolais. Oui. Il y a des ministres qui ont été évacués de ce pays. Oui. Pourquoi ils ont été évacués? Parce que vous ne pouvez pas les soigner. Parce que les médecins qui les soignent jugeaient que leur état ne pouvait pas être soigné au pays. Et donc, ils les ont évacués à l'étranger. Alors, si vous nous faites ce procès aujourd'hui en disant « Ouais, on détourne les malades, on va les soigner en privé et tout, et tout, et tout », les médecins qui envoient les ministres, premiers ministres, présidents à l'étranger, Ah, ils détournent aussi. c'est pas un détournement. Ça veut dire en fait que quand vous estimez que le malade-ci ne peut pas être soigné dans une structure donnée, vous êtes en droit de lui proposer mieux. Quel devoir. C'est un devoir. Parce que s'il meurt, c'est vous qui êtes responsable. Et je le dis, je le répète, si j'estime que l'hôpital public ne peut pas délivrer des soins de qualité à un malade, je lui proposerai d'aller se faire soigner là où il peut se faire soigner. Très bien. S'il a les moyens de le faire. Clair, net. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous aider à mieux comprendre vos problèmes. Je pense que c'est clair maintenant dans la tête de tout le monde et des autorités. Et vous êtes toujours dans l'attente. Si on vous appelle aujourd'hui, vous allez suspendre votre mouvement de grève qui est en cours. Le tout dépendra de ce qu'on nous Est-ce que le propose. service minimum est en cours? Le service minimum de façon stricte et respectée partout sur l'étendue du territoire. Et d'ailleurs, je salue vraiment la discipline de nos collègues et de nos camarades qui sont sur le terrain. Mais on nous a évoqué un cas à Nikonakwe au Kodudakopé. Il y a un confrère qui a fait le tour la semaine dernière là-bas. Il y avait une femme qui était à terme. Ça a été compliqué. Elle n'a pas été prise en charge. On a dû le mettre de l'autre côté du boulevard séculaire avec au niveau de l'unité circulaire. On dit que les centres médico-sociaux, les unités périphériques de soins ne fonctionnent pas. Ah, là, ça ne fonctionne pas du tout. Ne fonctionnent pas. Vous êtes dur, hein? Je vous dis que nous perdons suffisamment de malades. Nous n'allons pas attendre qu'il y ait l'hécatombe d'abord. Monsieur, merci beaucoup. C'est plutôt nous. Professeur Hachi Ouala, le secrétaire général du SYNFOT, accompagné par son adjoint. Docteur Hachi, voilà, merci d'être venu nous voir. Non, c'est pas grave. Docteur Gilbert Tcholénianou, Non, mais c'est pas son grave. adjoint. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci d'être là, d'être venu nous voir ce matin. Vous marquez juste une petite pause et juste après, nous on continue avec d'autres sujets au thème du débat. Taxi Presse. Taxi Presse.
Retour en studio avec les confrères, nous allons poursuivre le débat. Bonjour Olivier Adja. Oui, bonjour cher ami Eric, bonjour à toutes et à tous. Vous avez un commentaire à faire par rapport donc, à la santé, c'est vrai qu'on en a parlé longuement. Hein. Oui, non, mais tout ce que les responsables du Synfort viennent de dire, c'est écœurant, c'est écœurant. Bon, c'est un constat général hein, que les hôpitaux ont des problèmes, surtout en matière de matériel et du plateau technique. Et le Togo manque. Il y a une semaine, on disait, donc on parlait des hôpitaux ici, oui. Et on a dit donc que le Togo ne dispose pas encore d'un hôpital de référence où on pourrait, où lorsque il y a une situation, on est sûr d'être donc soigné dans ces hôpitaux-là. Et je crois que le gouvernement doit prendre la mesure de la menace parce que on dit que visiblement ça ne dit rien au gouvernement. Ça fait quand même plusieurs jours. Déjà, on dira un mois que ces messieurs se battent ou interpellent l'autorité. Oui, c'est paradoxal, ce n'est pas compréhensible que voilà, qu'il y ait des fonctionnaires ou bien des agents de l'État qui manifestent ou qui font des grèves et que l'État ne réagisse pas. Parce que le secteur de la santé, c'est un secteur très sensible. Et une journée de grève, je n'ai pas les chiffres, mais j'estime que ça cause beaucoup de dégâts au pays, aux familles et aux citoyens togolais. Donc il faut arriver à surtout se parler et puis à calmer donc ces agents-là. Ce n'est pas forcément de satisfaire à toutes leurs revendications, mais quand même déjà le fait d'ouvrir des discussions avec eux, ça va quand même les apaiser. Et puis c'est aussi un signe de respect et de considération à leur égard. L'État a mieux à faire aujourd'hui avec la crise politique à gérer. Non, l'État a géré plusieurs choses à la fois. L'État ne prend pas des choses au cas par cas, des situations au cas par cas. Il y a certaines situations qui sont certes prioritaires, oui. Mais dans le pays, il y a chaque jour des besoins, des problèmes, et l'État doit les régler, donc doit trouver des solutions à ces situations. C'est pourquoi même il y a des portefeuilles ministériels, parce que il y a des gens qui sont préposés donc pour ces secteurs-là. Très bien. On va aborder maintenant la question politique avec les discussions qui sont annoncées sur le 15 février. Jusqu'à preuve du contraire, hein, on ne sait jamais, il y a plusieurs pondérations. Sam Diobo, vous en avez parlé dans votre journal hier. Hier, vous écrivez quand même qu'il y a des signes de blocage déjà qui sont perceptibles dans cette affaire-là. Oui, Eric, nous avons parlé des signes de blocage. C'est au regard des attitudes des uns et des autres. Vous savez que les deux émissaires de Alpha Condé et de Nana Akufo-Addo, qui avaient séjourné dans notre pays le 31 janvier et le 1er février, oui, avaient à l'issue de leur médiation ou bien de leur prise de contact avec les acteurs politiques rendu public un communiqué dans lequel ils demandaient aux acteurs de surseoir à toutes les manifestations. Et ensuite, ils ont donné la date de l'ouverture du dialogue. Ils ont parlé du 15 février et de certains points qui devraient figurer à l'ouverture du dialogue, notamment la question des préalables en ce qui concerne la libération des détenus des marchés, des incendies des marchés de Kara et de Lomé et les manifestants arrêtés la question devrait être analysée, mais dans le cadre des procédures judiciaires déjà engagées. Et donc, au niveau de la coalition, il y a un communiqué aussi qui a été rendu public à ce niveau où on disait prendre acte de l'annonce des deux émissaires, mais la coalition avait maintenu la manifestation prévue pour le samedi. Oui. À côté aussi, il y a le parti UNIR, le mouvement des femmes UNIR, qui avait projeté une rencontre œcuménique au niveau de cinéma Olympiade. Ça a eu lieu, ils n'ont pas reporté. Donc les deux camps, chacun de son côté, n'a pas voulu respecter le premier ordre ou bien la première recommandation de la mission de facilitation qui avait demandé que l'on arrête les manifestations de rue. Là, ça nous fait un premier signe qui n'augure pas des lendemains beaucoup plus prometteurs en ce qui concerne le dialogue. Ensuite, à la fin de la manifestation de l'opposition, les déclarations de quelques leaders que la presse a pu recueillir sur le terrain ne laissent pas augurer d'un lendemain sérieux aussi par rapport à ce dialogue. Parce que lorsque vous écoutez certains leaders dire, par exemple, qu'ils iront le 15 février à la discussion, rien que pour négocier
des conditions de départ de Faure Gnassingbé, moi je pense que ça va poser un problème. Parce que dans le camp peut-être que c'est la surenchère. Oui, dans le camp présidentiel. Mais oui, ça dit qu'en réalité, on n'est plus à ce stade du moment où, depuis le 19 août, les manifestations de rue ont commencé. On a vu comment les choses ont évolué. Après, UNIR qui est revenu à la charge avec d'autres manifestations, des manifestations et des contre-manifestations. Finalement, on s'est rendu compte que sur le terrain, il y a de part et d'autre des forces antagonistes qui se disputent le terrain. À partir de cet instant, il faut que chaque acteur ou bien chaque camp se dise que c'est à l'issue d'un dialogue où chacun vient, pas avec un verre totalement plein, mais une bouteille à moitié vide, c'est selon ou à moitié plein. Et c'est à l'aune de ça que chacun pourra dire qu'il a été utile à sa nation. Mais quand les leaders de l'opposition disent par exemple qu'ils iront négocier des conditions de départ de Faure Gnassingbé, ça va poser un problème à l'ouverture de ce dialogue parce que les militants du parti au pouvoir ou bien les responsables ou la délégation de UNIR, quant à elles, n'entendent pas. Parce que quand vous les approchez, vous allez vous rendre compte qu'ils se disent qu'il n'y aura rien qui pourra empêcher leur président, s'il a la volonté de d'être candidat en 2020. Et tout ça là, que ce soit que Faure Gnassingbé soit candidat en 2020 ou qu'il ne soit pas candidat en 2020, cela doit relever d'un accord politique. Et cet accord, on ne peut l'obtenir qu'à l'issue du dialogue. Les deux camps sont toujours... Oui, il y a des positions tranchées qui, pratiquement radicales, des positions extrêmes pour nous qui risquent d'être des blocages à l'ouverture de ce dialogue. Alors, et cette question, le confrère Focus Info l'a posée clairement ce matin. Pour cette discussion politique, est-ce qu'il faut y croire aujourd'hui, Tchakala? Oui, je crois que... Vous, hier, vous parlez justement de ce dialogue qui est à l'épreuve de la bonne foi des acteurs politiques. Absolument. Aussitôt, le communiqué sorti que vous avez vu, les acteurs de part et d'autre s'agitaient comme si c'était des dialogues qui étaient aspergés d'eau bénite. Mais il faut arrêter cela. Il faut arrêter d'être dans cette posture de la surenchère. Vous savez, le peuple togolais a payé un très lourd tribut. Depuis les années 90, nous n'avons fait que gérer des crises politiques, des crises sur des crises. Quand est-ce que nous allons arrêter ça pour faire face aux questions essentielles du développement? Du développement. Mais si nos hôpitaux sont dans cet état-là, c'est parce qu'à un moment, on a oublié qu'il fallait donner comment le dirais-je? C'est que les gens manquaient, qui avaient des structures comme ça, qui avaient besoin d'être équipés, que certains départs à la retraite de certains médecins devraient être comblés. Donc, mais malheureusement, toutes les fois, c'est la politique. Mais franchement, je crois que le peuple est maintenant doit être dans le bon rôle. Pas le rôle d'être cet épouvantail-là que les politiques doivent agiter, peut-être pour dire que non, nous avions tel nombre derrière. La partition de ce peuple, on va l'évoquer tout à l'heure, mais par rapport donc aux discussions. Oui. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il faut y croire aujourd'hui? Les discussions politiques ont en même temps une histoire au Togo, on le disait depuis hier. C'est pourquoi je parle de la sincérité, de la bonne foi. Que les gens, ces petits agendas cachés que les politiques ont toujours, il faudrait que ces acteurs-là se départissent de ça. On ne va pas à un dialogue pour avoir tout ce qu'on veut. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Forcément que je vais perdre beaucoup et je vais gagner aussi beaucoup. Il ne faudrait pas qu'ils se supplantent au peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? C'est des réformes. UNIR vous dira aussi qu'il veut des réformes, l'opposition également, mais quand on confrontera tout ce qu'il voudrait, forcément qu'on va ressortir une résultante qui va arranger le peuple. C'est cette résultante-là que nous voudrions. Aujourd'hui, dire que l'espoir n'est pas permis, je dis que c'est tout faux. Parce que l'impasse dans laquelle le Togo se trouvait n'arrangeait aucun bord. Personne n'a perdu, personne n'a gagné. Mais aujourd'hui, que cette chance du dialogue s'offre à tous les acteurs politiques, je crois que c'est sans état d'âme qu'ils doivent aller. Ils ne vont pas parce qu'ils vont pour imposer leur desiderata à un tel, à un bord ou à un autre, mais ils vont là-bas pour s'entendre, pour s'asseoir et décider du meilleur qui puisse arranger le peuple togolais et qu'on dise qu'enfin, nous avons vu le bout du tunnel et que la politique, c'est derrière nous et que maintenant, c'est la question du développement qui peut peut-être converger toutes les attentions. Donc, franchement, il appartient à tous les acteurs. Le peuple a assez joué son rôle. C'est le peuple qui a fait bouger les lignes dans le sens. Si on est parvenu quand même à un communiqué annonçant le dialogue, c'est parce que le peuple a été pugnace.
l'intrépidité du peuple a été manifeste. Alors, moi, je demanderais si on n'a pas perdu du temps pour rien du tout. Depuis plus de 6 mois, on est dans la rue. Des gens manifestent, des gens revendiquent, des gens qui disent pas grand-chose. Et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on accepte d'aller aux discussions. Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps pour rien du tout, finalement? On aurait pu ouvrir ces discussions dès le lendemain de ces mouvements. Oui, bien sûr. Moi je suis en regret de constater qu'on a perdu du temps au Togolais. 6 mois sur une année, c'est beaucoup. Oui. Et puis, voilà, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts, il y a eu des arrestations, il y a eu plein d'autres choses qui sont des familles endeuillées. Il y a eu des gens qui ont fait l'expérience d'un campement à l'air libre pendant des nuits, etc. Mais à la fin, on a obtenu quoi? Aujourd'hui, j'ai changé avec un leader de la coalition. Mais je lui demandais, mais vous avez exigé beaucoup de choses, mais en réalité, dans vos exigences qui sont de nature politique, je constate que vous n'avez rien eu. Alors, vous allez au dialogue. Est-ce que si le dialogue ne prend pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir dans la rue et ça va donner quoi à la fin? Donc, je crois qu'il faut repenser la politique sous les tropiques et savoir ce qu'on veut vraiment et puis se donner les moyens intelligents et donc les moyens de discussion pour y arriver. Sinon, le Togo aujourd'hui, c'est lamentable, c'est regrettable tout ce qu'on a fait pour arriver à un dialogue à la fin. Et j'estime encore que ceux qui vont là-bas sont armés dans la tête, sont armés dans les cœurs. Et je ne sais pas. Comme Sam le disait. Absolument, c'est-à-dire que on sent que chaque personne est prête à faire des concessions dans cette affaire-là. Donc, comprenez que tous les deux camps iront avec leur agenda avant même le démarrage de ce dialogue. Et donc, comme le confrère l'Alternative l'a écrit hier, peut-être qu'on est encore en train d'aller à un marché de dupes. On va en parler dans la seconde partie de Taxi Presse après la pause. Taxi FM. Le monde en une radio. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse. Nous avons encore une trentaine de minutes à passer ensemble. Chakala Alirou, Sam Diabo, Olivier. Olivier, alors, si les deux entités sont armées pour aller à cette discussion, il ne faut rien entendre de ce dialogue. Oui, bon, je disais ça hier, quelqu'un me disait qu'il faut être optimiste dans la vie et on est toujours optimiste pour notre pays, mais il faut aussi être réaliste dans la vie et lorsque vous voyez ce qui se passe et lorsque vous voyez le comportement de nos acteurs politiques, vous sentez que il n'y a pas grand chose à attendre de ce dialogue, mais ils peuvent aussi nous surprendre. Donc, étant donné que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les surprises, alors on leur accorde donc le bénéfice du doute et on attend de voir. Sam, alors cette discussion, est-ce qu'il faut attendre quelque chose de bon si les acteurs tels que vous les avez décrits tout à l'heure ne sont pas disposés à aller et lâcher quelque chose? On pourra attendre et obtenir quelque chose de bon lors de ce dialogue si chacune des parties met au devant l'intérêt général. Mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent non, tous parlent du Togo. Oui, quand je parle de l'intérêt général, je veux un peu lancer des pierres dans le camp d'un des protagonistes. Parce que au niveau de l'opposition, les gars ont toujours le regard braqué sur Faure Gnassingbé et son éventuelle candidature en 2020. C'est de bonne guerre. Oui. C'est l'opposition. Oui, c'est l'opposition. Mais c'est une position qui ne va pas arranger beaucoup de choses. Parce que moi, je pense que les gens peuvent travailler lors de ce dialogue et obtenir quelque chose de fondamental pour le Togo, d'une manière générale. Tout de suite, vous avez posé la question de savoir si on n'a pas perdu trop de temps pour rien. Mais, logiquement, en septembre, le dialogue aurait pu s'ouvrir et cette page-là aurait pu être fermée depuis septembre.
C'est le pouvoir qui devait l'ouvrir. Oui, mais ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été fait, mais au niveau du pouvoir, on te parlera de cet avant-projet de loi qui a été envoyé à l'Assemblée nationale, qui en réalité réglait les questions des réformes. Parce qu'il suffisait que cet avant-projet de loi recueille l'assentiment des 4/5 et qu'aujourd'hui, la crise est derrière nous. La crise est derrière nous. Mais la question essentielle, c'était là où les discussions ont chopé. Par rapport les mandats antérieurs de force. C'est là l'essentiel. L'épineuse question se trouve là-bas. Et aujourd'hui, dans les mentalités des uns ou des autres, moi je ne pense pas que cette question est déjà réglée. Parce que quand vous voyez la réorganisation au niveau de UNIR et les activités, les manifestations de UNIR, ça veut dire que UNIR a remobilisé ses troupes. Aujourd'hui, sur le terrain, quand l'opposition, la coalition dit qu'elle mobilise, UNIR aussi mobilise. Et donc ça veut dire que les forces en présence s'équivalent presque. Et au niveau du dialogue, il faut un effort supplémentaire dans chaque camp pour qu'on puisse obtenir quelque chose pour le peuple togolais. Et là, moi je dis que à un moment donné, on doit pouvoir mettre les politiques, pas de côté parce que en fait c'est les politiques qui vont signer l'accord, mais la société civile, moi je rêve d'une forme de société civile qui doit émerger. Alors aujourd'hui, celle qui est là, on a travaillé pour l'affaiblir. Oui, et non, ça ne porte plus. Non, parce que la société est politiquement civile ou civilement politique dans notre pays. Oui. C'est-à-dire qu'il y a chaque société civile dans chaque camp politique. Bien sûr. Et donc, moi, je voudrais qu'au niveau de la société civile, qu'on essaie de jouer sérieusement le rôle de société civile, que la société civile, de sentinelle. Et au cours des discussions, il faut que cette société civile soit à l'avant-garde, que cette société civile soit au lieu des négociations pour obliger les politiques à obtenir quelque chose de précieux pour le peuple togolais. Sinon, quant aux politiques, chacun veut prêcher pour sa chapelle, chacun tire le drap de son côté, et finalement, c'est le peuple qui va en souffrir. Je voulais parler de la société civile, mais c'est cette entité qui peut aider les Togolais à sortir de ce bourbier, c'est la société civile. Mais une société civile neutre, une société civile dépoussiérée ou bien de... Comment est-ce qu'elle peut être neutre, la société civile? Elle porte des revendications, elle ne peut pas être neutre. Oui, mais quand elle porte des revendications... Vous savez que la vérité elle-même n'est pas neutre. Oui, et Eric, moi je disais qu'il faut une société civile. Ça peut être, je donne des exemples en passant, Front Citoyen Togo Debout, Collectif des Jeunes pour le Développement, CJD, une coalition de ces deux regroupements de sociétés civiles. On connaît la coloration de chacun de ces regroupements, de chacune de ces sociétés civiles, qui se mettent ensemble pour œuvrer à ce que les acteurs politiques, chacun de son côté, mettent de côté son intérêt particulier. Parce qu'au niveau de la coalition, il y a de ces leaders-là. Si Faure Gnassingbé doit encore être candidat en 2020 pour faire un mandat de 5 ans, il y a certains leaders qui seront forclos pour des élections de 2025 par rapport aux dispositions du code électoral et de la constitution. Donc, pour eux, il faut que Faure Gnassingbé quitte ici et maintenant parce que les gens rêvent de le remplacer. Et bon, ça, c'est le peuple qui décidera. Oui, c'est le peuple qui décidera. Et justement, c'est pour cela que les acteurs politiques, ils doivent faire un effort pour qu'on puisse obtenir les réformes pour le Togo et non des réformes taillées sur mesure. Celui-ci doit aller, celui-ci ne doit pas aller. Ils doivent s'entendre et avoir un minimum. Mon confrère Tchakala le disait tout de suite. Quand vous allez à un dialogue, il faut que vous soyez prêt à faire des concessions et ne pas obtenir tout ce que vous amenez dans votre agenda. Vous pouvez perdre un peu, gagner un peu, vous pouvez gagner un peu, perdre un peu. Mais l'essentiel, c'est qu'un accord soit signé pour permettre aux Togolais, aux générations actuelles et futures, de jouir pleinement de ces réformes. Alors, il y a un confrère qui me disait hier qu'en réalité, quand on fait une bonne lecture de la situation aujourd'hui, on comprendra que la coalition est en train de sauver sa face en allant à ces discussions déjà, que ça devrait lui suffire amplement. Je n'en sais pas grand-chose. Je ne sais pas de quelle information dispose ou disposait-il véritablement. Mais Tchakala, vous estimez qu'aujourd'hui, il faut que le peuple mette la pression sur les acteurs. Il faut qu'ils sortent avec un résultat. Oui, mais je crois la question n'est pas là fondamentalement au niveau des discussions politiques au Togo. On a une histoire. Une chose est d'aller discuter avec le pouvoir, signer un accord. La seconde chose qui est la plus intéressante, c'est le respect de cet accord. Oui, je crois qu'on ne saurait confiner encore pendant longtemps encore le rôle qui revient de droit au peuple. Et tout leader qui se dit charismatique, tout leader qui se dit drainer des foules, c'est que parce qu'il y a une certaine foule derrière lui qui se réclame comme tel.
Et depuis que cette crise-là est née, vous avez vu un peu le rôle que le peuple a joué de part et d'autre. Et ce peuple-là est devenu comme cette marionnette-là qu'on bougeait au gré de certains intérêts. Maintenant, est-ce que ce peuple va toujours accepter être confiné à ce rôle-là? Épouvantail à faire peur, et à un moment, bon, ça s'arrête là. Non, il faudrait aujourd'hui que ce peuple-là marque son territoire, que ce peuple-là dise que c'est fini. Le rôle dans le... Non, mais oui, vous savez... Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Mais la dernière fois, quand un leader dit que mais avec toutes ces foules que nous drainons là, vous pensez que nous allons pour ne pas avoir des résultats? Non, pas pour avoir des résultats qui satisfassent certains leaders, mais des résultats qui engagent le Togo sur une nouvelle voie, qui crée une certaine renaissance de ce pays. Oui, mais maintenant, il parle de quoi? Il parle de la Constitution, il parle de 2 tours, enfin, le mot de scrutin, il parle de l'alternance, enfin des moyens pour arriver à l'alternance. C'est de ça que le peuple aussi parle, finalement. Oui, mais quand vous prenez les autres, ils parlent aussi de réforme. Oui. Quand vous prenez le parti au pouvoir, il parle de réforme. Une partie du peuple. Quand vous parlez aussi, quand vous parlez aussi des leaders de l'opposition, ils parlent aussi des réformes. Maintenant, ils se servent de qui pour atteindre ça? Est-ce que vous les voyez seuls quand UNIR veut organiser? C'est seulement les cadres de UNIR qui sont dans les rues. Ils drainent des foules derrière eux. Parce qu'ils savent que sans ce peuple-là, cette foule-là, ils ne représentent rien. Quand l'opposition aussi veut organiser ces manifestations, ce n'est pas les leaders du G14 qu'on voit. On voit le peuple. Ceux-là qui se disent que non, nous nous retrouvons dans la dynamique enclenchée par le G. Donc c'est maintenant que la force de ce peuple-là, contraint de part et d'autre, doit s'imposer à tous. Mais ils seront dans une salle. Mais qu'est-ce qui... Quand on voit... Vous n'appelez pas ce peuple à un sitting. Mais s'il le faut. Non, s'il le faut. Non, il faut aujourd'hui que le peuple maintienne cette pression-là sur tous les acteurs. Vous ne sortirez pas de la salle si c'est 2 ou 1 semaine que le dialogue va durer. Vous ne sortirez pas sans un accord qui arrange le peuple. Cette question dont il s'agit, on peut pas discuter une semaine, 2 semaines. En 2-3 jours, ça peut se faire. Ça peut se faire, mais les surenchères, les agendas cachés. De bonne foi, ça va se faire en 2 Les agendas cachés. La conférence nationale souveraine, elle était supposée durer combien de temps? Plus de 2 semaines. Mais on a fait 1 mois et peut-être plus. Maintenant, il appartient au peuple d'arrêter que, bon, vous êtes là, vous êtes dans cette salle, vous ne sortirez pas sans un accord qui satisfasse le peuple. Et le peuple veut quoi? Un climat apaisé, vivre, et que ses besoins les plus élémentaires soient maintenant posés sur le terrain. Là, le problème au niveau de l'éducation, le problème au niveau même de la santé, c'est parce qu'à un moment on a oublié l'essentiel et que c'est les questions politiques qui peut-être meublaient tout ce que les acteurs politiques faisaient. Cette discussion sera que rien que sur la question politique. Hein? Oui, rien que sur la question. Mais quand ça va du côté politique, je crois que le reste suit. C'est parce que c'est entre-temps figé. On connaît une certaine hibernation des questions politiques que le reste aussi a connu cette déconfiture-là. Vous pensez que si au plan politique tout allait comme on en voit ailleurs, cela ne va pas aussi créer cet effet-là qui va drainer les autres situations aussi à pouvoir trouver des solutions. Donc c'est ça. Le peuple a un rôle à jouer. Je refuse que le peuple accepte qu'on le confine à ce truc-là, que bon, je veux sortir, je veux manifester. Non, mais ça doit arrêter. D'accord. Le ministre J.P. Bawara, dans une interview, disait qu'au regard des effets néfastes de la situation actuelle sur la cohésion nationale et les activités économiques, personne n'a intérêt à rechercher une pérennisation d'un climat de crispation. Et d'ailleurs, dans tous les cas, ça se dit, mais quand on voit les faits et gestes des uns et des autres, c'est aux antipodes de ce qu'on entend déclarer. Alors aujourd'hui, vous parlerez comme Tchakala en disant que le peuple n'a qu'à faire pression sur finalement les politiques pour qu'un résultat probant soit issu de cette discussion. Olivier? Oui, c'est l'idéal, mais quelle forme cette pression-là va prendre? C'est quand il parlait. C'est la question. Je faisais l'effort d'imaginer quelle forme ça peut prendre, et dans quel cadre ça va se faire, comment ça va se faire. Je ne vois pas, lorsqu'on a interdit les manifestations, bon, on a interdit, les 2 camps se sont entendus pour mettre
en sourdine les manifestations pour la durée donc du dialogue, que le peuple sorte encore, bon je sais pas combien le nombre qui va sortir donc pour aller camper devant la salle. Ça serait techniquement difficile, d'accord. Peut-être les gens, donc les associations peuvent monter sur les médias ou s'exprimer, donc et voilà, mais techniquement pour faire la garde, je ne crois pas du tout que ça puisse être facile. De toutes les façons, à la fin c'est les politiques qui décident et des résultats qui vont sortir de cette rencontre. Mais déjà on nous dit que parfois les fleurs de certains arbres annoncent l'aspect ou la qualité des fruits. Oui. Et les fleurs que nous voyons actuellement n'annoncent pas de bons fruits, parce que voilà, on mélange tout, d'accord. Lorsqu'on parle de manifestations de rue, et on nous parle en même temps, voilà, des incendies, de l'affaire des incendies des marchés de Lomé, de Kara. On a l'impression que les gens veulent profiter de cette situation pour se sauver. On est en politique. Oui, mais vous savez, lorsqu'on fait la politique comme ça, ça ne nous arrange pas, parce que tous les acteurs qui sont dans la rue ont aussi leurs problèmes personnels. Oui, bien sûr. S'il faut amener les soucis personnels, les affaires, et ceux qui ont des affaires de droit commun vont les verser au dossier de ces manifestations, vous comprendrez qu'on ne sortira jamais de l'auberge. Heureusement que certains n'ont pas fait comme l'ANC et ses leaders. Certains ont mis en sourdine leurs revendications. Donc quand on entend que les gens sont allés à Conakry et ils ont plutôt parlé de leurs intérêts personnels, de leurs soucis personnels et des autres, de la coalition, que de la situation togolaise. Il y a des choses... Excusez-moi de vous contredire un peu, Olivier, mais ça fait 5 ans que ce dossier traîne à la justice. Il y a des citoyens qui ont été libérés. Au nom de quoi eux, ils ont été libérés, que les autres puissent toujours à la prison? Absolument. Il faut régler ce problème. Je ne pousse pas les 2 poids 2 mesures qu'on constate dans ce dossier. Certains leaders sont en liberté, oui. D'autres citoyens togolais qui ne sont pas des leaders sont en prison. Ce qui pose le problème de l'égalité de chaque citoyen devant la loi. D'accord, la loi doit s'imposer à tout le monde. Là, il n'y a pas. Mais c'est 2 dossiers que moi j'estime différents. L'ANC peut créer un cadre ou une situation de discussion dans le centre de ce dossier précis. Et puis le dossier des manifestations. Vous êtes sûr qu'on aura ces populations qui vont faire pression sur le pouvoir si on ne l'embarque pas avec le dossier actuel? De toutes les façons, les populations sont conscientes que c'est 2 dossiers différents. C'est pourquoi quand vous voyez les manifestations, on ne met pas sur les revendications, l'annulation des poursuites. Et moi, je ne suis pas d'accord, parce que les femmes qui ont eu leurs marchandises, leur commerce donc brisé à vie, elles ont besoin qu'on fasse la lumière dans ce dossier. Elles ont besoin d'être situées sur les responsabilités. Si c'est ceux qui sont aujourd'hui qui sont poursuivis, qui ont fait les choses, ou d'autres personnes. Donc si on annule ou on n'a pas demandé l'annulation. Allez-y, on veut qu'on libère ceux qui sont en prison. Non. Voyez les revendications. On parle en réalité de l'annulation, qu'on arrête le dossier. Ouais. C'est ce qu'on dit en réalité, et c'est ce qui n'est pas normal. Non, oui, pour entamer là où Olivier a chuté, moi je pense plutôt que la coalition, si elle devrait... Parce que vous savez, Jean-Pierre Fabre, il est le chef de file de l'opposition. Et dans cette affaire d'incendie des marchés, il a été inculpé. Même si entre-temps on a levé le contrôle judiciaire. Oui, ça ne veut pas dire qu'on a levé l'inculpation. Il demeure inculpé. Bien sûr, et en réalité, puisqu'il est chef de file de l'opposition non politique, il doit œuvrer pour la manifestation de la vérité dans cette affaire des incendies des marchés. Parce que pour les femmes, les commerçantes, on ne sait pas jusqu'à présent celui qui a mis feu aux deux grands marchés. Donc en réalité, la coalition aurait pu demander l'accélération du dossier des incendies. Si on ne peut pas libérer parce que c'est des dossiers différents, on doit aller vite pour aller à un procès, pour que chacun des détenus soit situé pour savoir si vous avez vous êtes condamné et que vous devez faire 1 an, 2 ans, on voit le temps que vous avez déjà fait, et pour libérer, on peut libérer les gens. Mais si tant est que des gens sont acquittés, on peut facilement les laisser. Je voudrais quand même préciser, excusez-moi, par rapport à ce dossier justement des incendies, j'ai encore le communiqué de Conakry, où il est bien mentionné que
les acteurs, enfin, au niveau de la coalition, et le médiateur qui exhorte les autorités togolaises à prendre en compte de certaines revendications de la coalition, notamment la libération de tous les détenus politiques. Il s'agit des personnes arrêtées à l'occasion des manifestations, des personnes arrêtées en dehors de toute manifestation, des membres de la société civile, et puis la levée des contrôles judiciaires dans l'affaire des incendies et autres affaires politiques. On n'a pas dit qu'il faut annuler le dossier. Oui. On a dit qu'il faut la libérer. Oui, mais il y a beaucoup qui sont je crois libérés. que vous faites référence au premier communiqué, mais il y a le communiqué, le tout dernier de la mission de facilitation qui parle des détenus. Mais là, je crois qu'en réalité, la coalition, puisque c'est des gens qui ont besoin, qui sollicitent le suffrage des Togolais, et ils ont besoin d'être blancs, entre guillemets, pour aller parler aux Togolais. Parce que quand vous traînez des casseroles, peut-être en Afrique c'est encore possible, mais en Occident, vous avez des casseroles que vous traînez, vous allez vous positionner devant des gens, vous n'aurez même pas la chance que votre candidature prospère. Maintenant, pour revenir sur l'aboutissement ou bien l'issue de ce dialogue que tout le monde nous appelons de tout neveu, il y a un problème qui se pose et qui va se poser. Aujourd'hui, la coalition ou bien le protagoniste qui manifeste le plus, c'est la coalition des 14 partis. Ils sont beaucoup plus actifs dans les rues, parfois même 3 jours d'affilée, parfois avec intermittence, on laisse vendredi. Mais au niveau de cette coalition, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce qu'aujourd'hui, nous demandons que chacun fasse un effort, un dépassement sur soi pour voir au bout l'intérêt du peuple. Il y a un engagement que ces leaders ont pris avec les manifestants, avec leurs militants et leurs sympathisants. Oui, le retour à la Constitution. Oui, le retour à la Constitution de 92. Ils feront tout pour le retour à la Constitution. Ou le départ du pouvoir de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, on annonce le dialogue. À l'issue du dialogue, si la Constitution de 92 n'est pas ramenée, alors ça va se passer comment? Comment ils vont retourner rendre le compte là? Non, vous avez dit qu'il faut faire des concessions. Oui, il faut faire des concessions. Il fera des concessions. Oui, ils feront des concessions, mais au niveau des militants. Parce que, en fait, à un moment donné, c'est les militants qui disent aux leaders ce qu'ils doivent faire. Or, ce qui ne devrait pas être le cas, parce que quand vous êtes un leader, il y a des leaders qui to lead, ça veut dire guider. C'est vous qui devriez dire à ceux qui vous suivent la conduite à tenir. Mais à un moment donné, c'est les militants qui disent à la coalition, c'est ça il faut faire. Mais vous savez quoi, à un moment donné aussi, il faut écouter la population. Il faut écouter, mais il ne faut pas se laisser guider par les manifestants. Bien, Tchakala, vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais Non, le problème ne se pose même pas à ce niveau. Je crois que les problèmes posés au tout début des manifestations, on a vu. On connaît le contentieux. Et maintenant, les gens ne sont plus dans cette posture. C'est inespéré, ce dialogue-là. C'est inespéré. Les gens qui demandaient entre-temps que non, s'ils doivent se retrouver autour d'une table, c'est pour discuter des modalités de départ du président. Maintenant, est-ce que c'est ce leitmotiv entre-temps qui était de mise que les gens encore posent? Non. Les militants ont su qu'on ne peut pas demander à un président démocratiquement élu de libérer le plancher. À un moment, c'est pour créer un certain effet de foule que les gens se sont lancés dedans. Donc c'est un ingrédient de manipulation. De manipulation de l'opinion. Maintenant, le peuple a compris que ça ne pouvait pas être. Les gens ont dit qu'après une semaine ou voire 2 semaines, le président s'en irait. Maintenant, on n'est plus là. Donc le peuple s'est accommodé à ça. On a estimé que non, c'était des trucs lancés pour que la mayonnaise prenne. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on va pour demander quelque chose? Non, c'est pour trouver des compromis. Des compromis. La dernière fois, on a dit le samedi que les gens sont sortis en masse. Les gens sont sortis en masse, pas pour se situer dans la même posture que ce que nous avions vu. Les gens sont sortis pour manifester le fait qu'ils sont en train d'entrevoir une porte de sortie par le truchement du dialogue annoncé. C'est ça. C'est ça. Ouais. Vous voulez dire que des gens sont sortis pour manifester leur joie que, enfin, le dialogue. Vous les avez interrogés? Absolument. Non, le dialogue. Parce que l'impasse. Non. L'impasse arrangeait qui? Non. Moi, j'ai eu des militants que j'ai interrogés. Et ces militants disent qu'enfin, ils ne savaient pas où ils allaient à un moment. Parce que le dialogue se faisait
s'apparentait à un mirage. Et maintenant que quelque chose a été situé, avec une date, ça c'est déjà une victoire. Il voit un peu le bout du tunnel. Donc ça veut dire que l'opposition en réalité a perdu. Non, dire au début, elle disait qu'elle ne voulait pas de discussion. Puisqu'elle dit qu'elle ne manifeste pas pour obtenir le dialogue. Certains l'ont réaffirmé, mais de façon gauche. La dernière fois, certains l'ont réaffirmé, mais de façon gauche. Mais est-ce que c'est une victoire ou bon, c'est quelque chose qu'on a perdu? Il appartient à tous les camps de se situer. Même l'impasse aussi n'arrangeait pas le pouvoir. Le ministre Bawara l'a dit. Ça n'arrange pas l'économie. Personne ne sortirait gagnant si ils se mettent dans cette posture-là que non, ce que je veux, c'est ce que je dois obtenir. Non, ça ne peut pas aller. Donc, je crois que c'est inespéré. Si les émissaires des facilitateurs ont pu faire un travail pour qu'aujourd'hui, les différents protagonistes se disent que, ah tiens, nous avons un rendez-vous, ça veut dire qu'on a sauvé beaucoup de choses de part et d'autre. L'opposition n'a pas perdu, le pouvoir non plus n'a perdu. C'est à l'issue de cette table, de ce dialogue qu'on verra. Sûrement que l'annonce de discussion ou la tenue de cette discussion va sauver des gens. Oui, ça va sauver certaines phases. Ça, c'est tout à fait normal. Les gens n'auraient pas eu ce qu'ils voulaient, mais ils auront quand même le canal par lequel ils vont sortir tête haute de ça. Olivier. Non, je crois que l'impasse n'arrange personne. Ni les citoyens togolais, ni l'opposition, ni le pouvoir. Parce qu'on sait ce qu'on perd par jour, surtout les petits commerçants. Nous, on a fait des dossiers sur ça. Pas seulement les petits commerçants, les bien grands. Sûr, non, mais au moins les grands, eux, ils ont amassé un peu d'abord. Quand ça devient difficile, mais le petit commerçant vit au jour le jour. Donc, au-delà de ça, je crois que vous savez, parfois, nos déclarations nous rattrapent toujours. Et c'est pourquoi en politique, moi, j'estime qu'on ne parle pas donc, sans n'importe comment et parfois sans réfléchir. Quand vous connaissez les grands politiques de notre pays, il y a certains, quand vous leur tendez le micro ou vous leur faire une interview, mais c'est la croix et la bannière. Et chaque phrase a son sens. Chaque mot a son sens. Et il vous rappelle plusieurs fois pour vous dire non, ce mot-là ne va pas. C'est comme ça en fait, parce que la parole, elle est la source créatrice de toutes choses. C'est-à-dire, la parole crée, la parole influence, la parole... Donc, c'est pourquoi les gens, au début, quand ils ont débuté les manifestations, dans l'euphorie, ils devraient en réalité réfléchir à ce qu'ils disaient. Parce que les premières déclarations, c'est que nous... Pour discuter, c'est que c'est pour les conditions de départ du président de la là, République. On peut s'intéresser. La première erreur. Excusez-moi, là, on peut s'intéresser au PNP qui, au début. Absolument, j'en viens. Systématique. J'en viens. Alors aujourd'hui, est-ce que le parti de Tikpi Atadam accepte justement aller à cette discussion? Non, le parti de Tikpi Atadam, en réalité, aujourd'hui, est totalement absent de toutes, et en tout cas, des discussions préalables, parce que les réactions autour de... encore? Oh bon, on ne saurait le dire. De toutes les façons, il est représenté aujourd'hui dans une coalition et la coalition parle au nom du PNP de Tikpi Atadam. Donc, attendons de voir sa réaction à la dernière minute. Est-ce que le PNP sera absent à la table de discussion? Est-ce que Tikpi Atadam va se faire représenter? Et si c'est le cas, quelles seront les répercussions donc, de cette absence-là? C'est une question aussi à se poser parce que au sein même de cette coalition, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs écoles. Quelqu'un disait qu'il y a actuellement 14 courants au sein de la coalition des 14. Chacun a sa position sur ces discussions. Oui, ça c'est pas grave. Ça se passe même chez vous. Non, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Mais à la fin, est-ce qu'ils vont s'entendre pour aller à ces discussions-là? Parce qu'on entend déjà que depuis 6 mois, ils s'entendent bien. Ça se crêpe des chignons, ça se prend des cols au sein de cette coalition. Certains sont pour les discussions, d'autres ont peur de perdre des voix dans les urnes en allant à ces discussions, parce que si Tikpi Atadam et son PNP ne vont pas à ces discussions, ceux qui vont y aller, ils s'interrogent, ils se disent que c'est les abstentéistes qui vont récolter les dividendes, parce que les populations vont se dire ah, on aime les radicaux. Vous comprenez? Et c'est ça les petits calculs qui se font au sein de la coalition, et c'est de bonne guerre après tout. D'accord? Maintenant, comment ça va se faire? De toutes les façons, aujourd'hui, on est dos au mur. Le pouvoir, au début, avait été secoué, ça il faut le dire.
Et très rapidement, ils ont appelé au dialogue. Tikwi Adjadam, on a entendu dire que non, c'est trop tard. Oui. Que c'est trop tard. Le fait d'appeler au dialogue parce que maintenant, ce n'est plus un problème de dialogue. D'accord? C'est un problème de congé. Ok? Ça, c'est un. Le pouvoir a fait une proposition de loi qui contient la limitation du mandat et les 2 tours. Aujourd'hui, ça n'a pas été obtenu. C'est toujours sur la table. Oui. Et 6 mois après, je suis sûr que c'est les mêmes questions qu'on ira discuter. Oui, et on sortira pour applaudir, on a obtenu ça. Et il y a une question de logique. De logique. Ça pose un problème. Puisque ce qu'on vous a donné, vous avez refusé, vous irez applaudir à la fin pour ça. Et c'est ce qu'on va brandir. Non, il faut attendre, faut pas crier victoire avant. Je suis sûr que si il y a des concessions à cette discussion, c'est sur ce qui a été déjà proposé. C'est seulement sur ça. Et peut-être même moins que ça. Donc c'est le pouvoir en ce moment qui gagnera. Dans tous les cas, le pouvoir a gagné depuis. Parce que après août et septembre, mais on a vu que sur le plan diplomatique, le pouvoir replie de la main. Sur certains plans, le pouvoir replie la main. Donc le rapport de force s'est équilibré aujourd'hui. Et c'est le pouvoir qui, en réalité, fixe l'agenda. Quand l'opposition est allée à Conakry et elle est venue annoncer la date du dialogue, le pouvoir n'a rien dit. Mais on a senti que les gens se disaient c'est nous qui décidons quand le dialogue aura lieu, oui. Où et comment. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous lisez le communiqué, on vous dit que pour le nombre de participants, les participants, on aura discuté de ça. Pour les débats, la liste des participants, l'opposition n'a rien n'a été obtenu, mais l'opposition va au dialogue et vous comprenez. Alors on a allez-y. Non, moi je pense que il faut pas raisonner en termes de c'est le parti au pouvoir qui a gagné, c'est l'opposition. Si nous raisonnons comme ça, on risque de braquer même les 2 camps. Il faut qu'on se mette à l'idée que les 2 entités vont travailler pour obtenir quelque chose de positif pour le Togo. Donc que ce soit l'avant-projet qui avait été déjà soumis aux députés qu'on adopte, ou que ce soit des modifications qu'on apporte à ce document, c'est le Togo qui va gagner. Ce n'est pas un camp qui gagne contre un autre camp. Mais ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est qu'au niveau de la diplomatie, Olivier l'a effleuré un tout petit peu, au niveau de l'opinion internationale, les gens sont choqués qu'on dise qu'on fait une loi aujourd'hui et qu'on fasse agir cette loi des années en arrière. Au niveau de l'opinion internationale, c'est comme ça. Parce que même au niveau de la coalition, on vous parlera donc que c'est des décisions politiques. Oui, voilà, la question de la rétroactivité, c'est une incongruité qu'on dise qu'une loi, c'est un principe universellement reconnu, que de faire une loi et de dire que la loi dispose pour l'avenir. Et aujourd'hui, les partisans de Faure Gnassingbé et Faure Gnassingbé lui-même s'appuient. Parce que dans l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, il a parlé de ça. Il a dit que la loi dispose pour l'avenir. Alors, il faut qu'au niveau de la coalition ou au niveau du parti au pouvoir, si on doit tordre le cou à ce principe qui voudrait que la loi dispose pour l'avenir, cela doit relever d'un compromis politique. D'accord, très bien. Oui, et Tchakala, et puis on va mettre à terme cette émission. Non, je crois que je vais appeler au bon sens de tous les acteurs politiques. Parce que ça fait longtemps, le pays qui avait pris le pas sur d'autres, on voit un peu la situation dans laquelle le pays se trouve, le Togo se trouve. Ça, c'est très préoccupant. Aujourd'hui, moi, je me situe pas en termes de qui a finalement gagné, qui a finalement remporté la partie. Nous ne sommes pas à ces petits calculs-là. Ce que nous voudrons, c'est que les acteurs comprennent que le peuple attend beaucoup d'eux. Oui. Et qu'au sortir de cette crise-là, qu'on ne parle plus de ce qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, et que les questions essentielles qui puissent permettre au pays de se relever là, soient ce qui préoccupe un peu plus les acteurs, qu'ils soient politiques ou même que ce soit le peuple dont on s'est servi à fond pour légitimer certaines turpitudes qu'on a mis au devant de la scène. Maintenant, s'agissant de la rétroactivité, je crois que les acteurs savent ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'ils doivent comprendre qu'il y a une voie royale qui doit peut-être primer sur toutes les autres. C'est les urnes. Si on veut aujourd'hui, au regard de tout ce que les gens disent qu'ils drainent, s'ils veulent inverser cette tendance qui a prévalu pendant 50 ans,
c'est qu'il faut passer par la voie des urnes. Et Quand il faut d'abord créer les conditions. Il faut créer les conditions. c'est ça qui est important. L'opposition doit être... Elle doit insister. Être intrépide autour de ça. Ça Ben, importe. c'est ce qu'elle dit depuis toujours. Oh. Les conditions. On a parlé de l'amélioration des cadres électoraux. Oui, absolument. Mais- Je crois que ça, là, ça Eric, doit être... vous pensez que si l'opposition manifeste pour l'amélioration du cadre électoral et les meilleures Mais c'est ce organisations qu'elle dit. d'élections, C'est vous ce qu'elle pensez que tout le Togo ne va pas sortir les C'est ce suivre? qu'elle dit, non? Non, Non, il y a d'autres préoccupations On parle de qui la viennent Constitution de 92, ça n'a rien à voir avec le code électoral. Le code électoral, c'est lui qui prend en compte les conditions d'organisation, la composition de la CENI, la Cour constitutionnelle, tout ça. Là. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels nous attendons beaucoup plus. Le déverrouillage des institutions, tout ça, là, c'est ça qu'il faut. Monsieur, Ah oui, merci oui, beaucoup. mais Je voulais- Eric, je on a- comprends, mais moi je n'ai pas dit on a- qu'il y a un camp qui a gagné sur l'eau. Je dis, les gens ont débuté cette affaire-là en présentant, donc comme c'était un rapport de force. Aujourd'hui, le rapport de force est équilibré. Oui, bien D'accord? sûr. Maintenant, allons-y. Et ce qu'on nous avait donné déjà, reprenons-le et Est-ce que vous avez brandissons-le. une idée de celui qui a payé la facture des voyages des leaders de la coalition? Non, pas Depuis lors. encore. C'est pas encore. Bon, ce sont des grandes personnes, donc j'estime qu'ils ont les moyens de voyager. D'accord, très bien. Monsieur, merci beaucoup. Je voulais quand même faire une précision par rapport à cette information qui a circulé depuis ce matin, qui disait que il y a eu une décision au niveau de la présidente de l'université disant que, bon voilà, parce que les étudiants sont impolis, on a suspendu leur bourse et consorts. C'est du fake news, c'est une fausse information. Et d'ailleurs, au niveau de la direction des bourses et des stages, il y a un communiqué qui nous a été envoyé depuis quelques heures. Et ce communiqué dit que, eh bien, ce message qui circule faisant croire que la direction des bourses et stages aurait suspendu le paiement de la première tranche des allocations et bourses pour le compte de l'année académique 2017-2018 pour cause d'impolitesse des étudiants envers le cupule. La direction des stages porte un démenti formel à cette information qui apparemment n'est qu'un fake news. Et elle prie donc la communauté estudiantine de ne pas s'y fier. Elle saisit cette occasion pour informer les étudiants que les démarches pour le paiement de la dite tranche sont en bonne voie. Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Tchakala Alero, Olivier Adja et Sam Debo. Merci également à Emmanuel Afanyagwe. Appelez-moi à Saint-Rigaton. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.